Peut-on faire l'expérience de l'animalité? C'est la question qu'on s'est posée dans ce cours, et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui correspond à la 4e partie de ce cours. On va se demander, peut-on redevenir animal? Pour comprendre la thèse qu'on va défendre aujourd'hui, on a besoin de deux petits rappels de ce qu'on a déjà fait dans ce cours. Le premier correspond à la première partie, et on avait envisagé déjà ensemble l'idée selon laquelle c'est un mécanisme qui s'appelle l'ethnocentrisme qui nous empêche de retrouver et de reconnaître l'humanité de l'autre. Dans la découverte du Nouveau Monde, l'épisode initié par Christophe Colomb, il y a en effet la rencontre d'une culture de sorte que nous ne nous retrouvons pas humains face aux autres, à l'altérité radicale que l'on rencontre dans ce Nouveau Monde. L'idée qu'on a défendue, c'est que le mécanisme qui nous empêche de reconnaître les autres comme aussi humains que nous, c'est l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le type de représentation que constitue en nous notre culture, au point que l'autre ne nous est plus reconnaissable. On perd par l'ethnocentrisme la capacité à se mettre à la place de l'autre. La deuxième chose qu'on doit se rappeler avant de pouvoir travailler, c'est que la dernière semaine, dans le cours, on a montré que pourtant, il y a bien des formes d'expérience dans lesquelles on arrive à se mettre à la place, à se reconnaître, à communier avec les animaux. On a trouvé deux expériences. La première, c'est celle du jeu chez Montaigne, dans lequel le processus de jeu implique effectivement une sorte d'aller-retour, de va-et-vient entre ma position et celle de l'animal, et pour l'animal aussi entre la sienne et la mienne, de sorte que cette succession d'aller-retour produisait un état nouveau où il n'y a plus vraiment de différence entre moi et l'animal, on joue et le jeu constitue une expérience commune. La deuxième, c'est avec Rousseau, où on a remarqué que la pitié, la capacité à avoir mal à la place de l'autre, c'était pas quelque chose d'exceptionnel à l'être humain. Les autres animaux, par exemple les chevaux, peuvent effectivement montrer des comportements qui sont de l'ordre de la pitié, de sorte que la pitié, la compassion, semble indiquer la possibilité d'un terrain d'expérience commun. Ces deux cas nous rappellent donc qu'on a la possibilité de retrouver dans notre expérience des représentations communes avec les autres animaux. Alors la question, par conséquent, si effectivement on arrive à avoir des expériences communes avec les autres animaux, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne les reconnaît pas? Qu'est-ce qui fait que l'humanité se pose comme séparée d'avec l'animalité? Pourquoi, en fin de compte, on ne fait pas de ces expériences la règle? Et la réponse qu'on va donner à cette question, pourquoi ne reconnaissons-nous pas notre propre animalité? En fait, c'est par un mécanisme qui est similaire à celui de l'ethnocentrisme. Ce qu'on va défendre aujourd'hui, c'est que c'est par le même mécanisme que Christophe Colomb n'arrive pas à reconnaître les Amérindiens comme des êtres humains, que nous n'arrivons pas à nous reconnaître et à reconnaître notre parenté avec les autres animaux. Par conséquent, il va falloir qu'on analyse ce mécanisme, et une première chose qu'on doit dire ici, c'est qu'il produit une véritable inversion. En fait, il ne s'agit pas de considérer qu'on est d'abord humain et que, précisément, cette humanité originaire nous empêcherait une bonne fois pour toutes de retrouver notre animalité, mais au contraire de dire que l'humanité c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est produit, et c'est précisément par cette construction qu'on perd la capacité à reconnaître notre animalité. Donc il va s'agir ici d'inverser le rapport. Nous sommes animaux à l'origine. Nous sommes premièrement animaux, et il faut retrouver cette primauté animale qui est la nôtre, de manière à pouvoir traverser la barrière que constitue notre ethnocentrisme, qui nous empêche effectivement de retrouver l'expérience que nous faisons de notre propre animalité. Le problème devient alors le suivant. Si effectivement c'est un mécanisme similaire à celui de l'ethnocentrisme qui nous fait quitter notre propre animalité, qui nous fait nous transformer pour nous extraire de l'animalité, alors il faut bien remarquer que c'est quelque chose qui est inhérent, qui fait partie de nous. De sorte que c'est comme la culture, si vous voulez. On ne peut pas considérer que la culture, ça serait une sorte de vêtement qu'on pourrait mettre et retirer à volonté pour retrouver une nature qui serait première. La culture, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui nous constitue, qui définit notre façon de voir le monde, et par conséquent, reste à savoir comment faire pour arriver à traverser cet obstacle que constitue notre culture pour retrouver notre animalité. Or, si effectivement c'est le même mécanisme que dans l'ethnocentrisme qui nous empêche de retrouver notre animalité, alors on aurait de bonnes raisons de prendre exemple sur la science des cultures
pour savoir comment on peut faire pour connaître les autres cultures et, par analogie, prendre ce mécanisme, le transférer sur notre rapport à l'animalité pour envisager effectivement comment on peut traverser, se débarrasser, s'émanciper de cet ethnocentrisme. Et la science des cultures, elle a un nom, c'est l'ethnologie. La question devient donc la suivante, comment font les ethnologues pour traverser leur ethnocentrisme quand ils étudient une autre culture? C'est que si on classe l'ethnologie parmi les sciences humaines, c'est qu'elle a un objet qui est particulier. L'objet de l'ethnologie, c'est en effet les hommes. Et quand un ethnologue doit aller étudier un groupe humain, le gros problème qu'il rencontre, c'est que s'il contacte ce groupe humain, il va nécessairement modifier son comportement. Il faut imaginer comment se sont passées les premières observations des ethnologues. Ils se rendent dans un territoire qui a été rarement contacté par les civilisations occidentales, et ils arrivent avec tout un matériel, des chevaux, des porteurs, de sorte qu'ils se présentent à eux comme représentant une culture qui n'est pas celle qu'ils connaissent déjà. Et cette rencontre des cultures produit effectivement un système de barrières qui empêche d'observer le comportement qu'ils connaissent. Vous pouvez un peu imaginer ce qui se passe dans le contexte d'une classe quand un inspecteur vient inspecter un enseignant. On sait tous parfaitement que les élèves et le prof vont modifier un peu leur comportement. Et cette modification de leur comportement, ils le font parce qu'elle correspond à ce qu'ils estiment être les attentes de l'inspecteur. De sorte que, en participant, l'inspecteur empêche d'observer ce qu'il voudrait observer, c'est-à-dire une situation authentique de cours, telle qu'elle est en dehors de sa présence. Eh bien, il se passe le même problème. Il y a la même difficulté dans l'observation ethnologique. L'ethnologue qui advient sur un territoire dans lequel il veut observer une culture qu'il ne connaît pas auparavant, va exactement rencontrer ce problème-là. C'est-à-dire qu'en arrivant, il va modifier le comportement de la culture qu'il veut observer, et ce faisant, il va s'interdire de l'observer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce nom « observation participante », qui décrit le fait que quand je participe d'un groupe social, je modifie son comportement et donc je ne l'observe pas tel qu'il était sans ma présence, c'est aussi le nom de la méthode que mettent en place les ethnologues de manière à faire en sorte, justement, de minimiser les effets de perturbation qu'ils portent avec eux quand ils viennent dans ce groupe-là. Qu'est-ce que ça veut dire alors l'observation participante? Eh bien, elle consiste à se fondre dans la masse. L'observation participante, c'est une méthode d'immersion, où par exemple, pour rencontrer une culture, il va falloir que j'apprenne sa langue, il va falloir que je reconnaisse leurs coutumes, et en reconnaissant leurs coutumes, que je me les approprie, de manière à faire en sorte de ne plus être perçu comme un élément extérieur qui viendrait modifier le fonctionnement de la culture, de manière à diminuer cet effet de perturbation. De sorte que c'est en s'immergeant dans la culture observée, c'est-à-dire en faisant partie, que l'ethnologue peut lui-même l'observer. Il faut, pour ainsi dire, que l'ethnologue devienne membre de la culture qu'il est en train d'observer. Par conséquent, ce qu'on va se demander, c'est si pour nous il est possible effectivement aussi de devenir animal de manière à pouvoir ne plus avoir ce problème de cette barrière qui nous empêche de reconnaître notre propre animalité. C'est donc une véritable transformation par suppression de sa propre culture, que suppose la description qu'on est en train de chercher à faire, c'est-à-dire, peut-on retrouver notre propre animalité? Et il faut bien remarquer que cette transformation, en fait, si elle nous paraît étrange, si c'est une idée surprenante pour nos esprits, nos groupes de représentation, notre culture, que de considérer effectivement que redevenir animal, ça suppose de ne plus être soi-même, quelque chose de très bizarre, comme se laisser pousser des poils, ou alors partir vivre longtemps dans la forêt, eh bien, pour énormément d'autres cultures, l'idée d'une hybridation possible, d'une transformation réciproque entre l'homme et l'animal, n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Pour penser à des choses qu'on connaît assez facilement, on pourrait identifier que dans les mythologies égyptiennes, il est fréquent que les dieux soient hybrides entre un humain et un animal. De même, dans la mythologie grecque, on trouve assez fréquemment des transformations des dieux en animaux pour remplir une fonction auprès des mortels. Par exemple, Zeus, à plusieurs reprises, se transforme en taureau pour aller féconder une femme, comme par exemple Europe. De sorte qu'il n'est peut-être pas si étrange, on trouve au moins des indices culturels qui montrent que se transformer en animal, redevenir animal, n'est pas une expérience si exceptionnelle que ça.
Par ailleurs, il est aussi intéressant de remarquer que cette méthode d'observation participante, elle a été aussi mise en pratique dans l'étude du comportement des animaux. On peut penser en particulier à deux grands pionniers de l'étude du comportement animal, c'est-à-dire de l'éthologie. Le premier, c'est Konrad Lorenz, qui a littéralement pratiqué des expériences mettant en jeu sa personne en contexte avec des animaux, par exemple en formulant ce qui est devenu la théorie de l'attachement. Et effectivement, ce que montre Konrad Lorenz, c'est que dans un groupe d'oies qui viennent de naître, si on substitue à leur mère un autre être vivant comme premier être vivant qu'ils voient, alors il montre que c'est à cet être vivant-là que les oies vont s'attacher. Et il a, pour ce faire, utilisé sa propre personne. Il s'est présenté au bébé oie de manière à faire en sorte qu'elle s'attache à cette personne, ce qui a réussi et lui a permis d'établir l'efficacité, effectivement, de sa thèse, sa théorie de l'attachement. L'autre personne à laquelle on peut penser, c'est Jane Goodall, qui est une femme éthologue, et qui, elle, a littéralement vécu pendant des années dans une montagne au Congo avec des chimpanzés. Son objectif, c'était d'établir par observation participante un système du comportement des chimpanzés de manière à les connaître avec la plus grande intimité qu'on puisse envisager. Et c'est à ce jour, je crois, la plus longue étude éthologique qui ait existé, celle qu'a menée auprès des chimpanzés Jane Goodall. Donc, la méthode d'observation participante, c'est aussi une méthode pertinente pour étudier les animaux du point de vue de leur comportement. Ce qu'il faut donc qu'on étudie, nous, c'est dans ces contextes d'observation participante où des êtres humains vont se fondre dans une société animale, quelle est la transformation qui s'opère au niveau de leur représentation? Quelle est la transformation de représentation du monde qu'implique le redevenir animal? C'est ça qu'on va chercher, et un point très intéressant, et c'est probablement le cœur de ce qu'on est en train de travailler dans tout ce cours, c'est que les autres cultures nous donnent des exemples fondamentaux pour répondre à cette question. On va trouver effectivement, dans d'autres cultures, une absence totale de séparation entre les hommes et les autres animaux. De sorte que ça renforce au plus haut point l'hypothèse selon laquelle c'est véritablement notre culture qui fait obstacle, qui nous empêche de reconnaître et de redevenir animaux nous-mêmes. La question qu'on va se poser, c'est donc, dans ces cultures, que signifie pour un être humain « je suis un animal », quel type de représentations sont mises en jeu par l'identité de l'homme et de l'animal. Alors, la manière dont on va essayer de comprendre cette transformation, et donc de comprendre cette autre représentation du monde que nous donnent à voir les cultures dans lesquelles il n'y a pas de séparation d'extériorité de l'homme et de l'animal, ça va être de suivre une grande controverse qui a parcouru l'histoire de l'ethnologie, qui va de son premier probablement découvreur, de celui qui a véritablement initié la controverse, à un auteur contemporain qui est encore vivant et qui a aujourd'hui la chaire d'anthropologie au Collège de France qui s'appelle Philippe Descola. C'est ces deux étapes-là qu'on va suivre qui nous permettront de répondre à notre question. La découverte par l'ethnologue allemand von den Steinen d'une identification complète entre un peuple du Brésil, les Bororo, dans un premier temps, et dans un second temps, effectivement, la réinterprétation, avec tout le travail de l'histoire de l'ethnologie entre-temps, de cette idée de von der Steinen, pour montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas nécessairement de séparation entre les humains et les autres animaux, et même plus précisément, l'idée d'une séparation entre l'homme et l'animal, c'est quelque chose qui n'est propre qu'à certaines culture. Ce par quoi commence cette controverse, c'est le rapport par von den Steinen d'une phrase qu'il a entendue et qu'il a cherché à étudier chez les Indiens Bororo. C'est la phrase suivante, les Bororo, on dit « les Bororo sont des Araras ». Donc les Bororo, encore une fois, c'est ce groupe social qui habite la forêt amazonienne au Brésil, et les Araras, ce sont ce que nous appelons les Haras, par contraction du nom que eux leur ont donné, c'est-à-dire un ensemble de perroquets que vous connaissez parce qu'ils ont les couleurs très vives et qui sont assez massifs. Et donc ce qui frappe complètement von den Steinen, c'est cette idée que les Bororo se décrivent comme des Haras.
Ils disent nous sommes des raras. Au point de départ, l'étonnement vient du fait que, bah non, c'est des êtres humains. Et du coup, la première question que se pose Waldensteinen, mais en fait, ces types-là, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de concept d'humanité, qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à s'identifier par leur espèce vivante? Et donc, ce que diagnostique au départ Waldensteinen, c'est un problème de logique. Ce qu'il dit, c'est que les primitifs, ok, ces Bororo, qui sont des Indiens, en fait, restés un peu retardataires dans l'histoire, qui n'ont pas eu un progrès scientifique permettant un progrès de la logique, ne comprennent pas les catégories logiques, qui permettent effectivement de structurer notre pensée. Ainsi, quand ils disent « les Bororo sont des Harara », ils formuleraient une identité réelle. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il n'y a pas de différence entre un Harara et un Bororo. Il n'y a pas de différence objective dans les corps, dans l'ensemble, l'identité de ces deux catégories-là. Et donc, Waldensteinen dit il y a un problème de logique parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une identité logique. La phrase « les Bororo sont des Harara » ne peut pas être comprise selon nos catégories logiques, ça veut dire que ce peuple ne dispose pas de notre structure logique pour penser le monde, et donc qu'ils n'ont pas assez évolué pour avoir une pensée rationnelle, capable d'identifier des catégories et de faire des distinctions et des identifications aussi élaborées que le permet notre classification zoologique, par exemple. Donc, la première idée de Waldensteinen, c'est « les Bororo sont des Harara » veut dire quelque chose de confus. Signifie une confusion, une infériorité, une primitivité de la pensée des Bororo. Et ce qui est très paradoxal ici, c'est qu'on voit bien qu'on a affaire à un ethnologue qui fait preuve d'ethnocentrisme. Il est intéressant de remarquer comment l'histoire de l'ethnologie, ça a été l'histoire de la critique par l'Occident, sur le plan scientifique, de son propre ethnocentrisme. Et toute l'histoire nous conduirait à un ensemble d'auteurs comme Lévi-Bruhl, comme Lévi-Strauss, mais je veux passer sur cette chaîne historique et arriver directement à l'histoire contemporaine en parlant du livre de Philippe Descola qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Alors il faut quand même prendre ici une petite précaution. Petite précaution pour la raison suivante, Philippe Descola n'a pas directement étudié les Indiens Bororo du Brésil. Les Indiens qu'il a étudiés, lui, le groupe social avec lequel il a fait son terrain, son moment d'observation participante, c'est un groupe d'habitants d'Amérique du Sud qui est un peu plus à l'ouest, entre l'Équateur et le Pérou, et qui s'appelle les Jivaros, et en particulier dans la tribu des Jivaros, celle qui s'appelle les Achuars. Dans la tribu des Achuars, effectivement, il a fait donc cette étude qui leur a permis, lui c'est véritablement son objet, d'examiner le rapport à la nature de cette tribu particulière. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que peut-être que les conclusions qui sont valables sur les Achuars ne sont pas valables sur les Bororo. Et pourtant, ici, je voudrais bien montrer que pour la question qui nous concerne, on n'est pas en train de faire une étude ethnologique des Bororo, on est en train de faire une étude philosophique de notre capacité à redécouvrir, à retrouver notre animalité. Et pour cette question-là, eh bien, vous allez voir que les études qu'il a fait sur les Achuars permettent exactement de répondre au problème de Waldensteiner sur les Bororo. Pour suivre les observations qu'a fait Descola sur les Achuars, on peut utiliser deux exemples. Le premier, c'est celui des pratiques agricoles des Achuars, et le second, c'est celui des pratiques de chasse. Il faut remarquer que ces pratiques, elles sont comme souvent dans les cultures humaines portées par une distinction de sexe. Okay, ce sont les femmes qui s'occupent chez les Achuars de l'agriculture et ce sont les hommes qui s'occupent chez les Achuars de la chasse. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est le type de relation qu'entretiennent les deux genres, okay, par rapport à leur activité et en particulier à l'objet de leur activité. Ici précisément, les femmes ne considèrent pas du tout les plantes comme des objets. Pendant l'agriculture, pendant le travail de la terre et le travail des plantes, il est parfaitement fréquent qu'il y ait des discussions, okay, que l'on parle à une plante, ce qui ne paraîtra exceptionnel que justement par une sorte de concentration culturelle. En fait, même pour nous, il nous arrive de parler de manière très simple et anodine à nos plantes, de sorte que cette pratique, il faut la considérer comme quelque chose de très courant. Mais nous, quand nous parlons à nos plantes, nous considérons véritablement ça comme quelque chose qui reste sur le mode de l'extériorité. Nous parlons en fait plutôt à nous-mêmes
plutôt que à nos plantes. Et de même, les hommes, quand ils chassent chez les hachoirs, prient régulièrement, au sens où ils remercient l'animal de s'être livré à eux, d'avoir accepté de mourir pour devenir de la nourriture dans l'acte de la chasse. Par conséquent, il y a une relation dans ces deux activités entre l'être humain et l'animal qui est une relation de personne à personne. Descola écrit « Les femmes hachoirs dans l'agriculture considèrent leurs plantes comme des consanguins, c'est-à-dire comme des enfants, et les hommes hachoirs considèrent les animaux dans la chasse comme des affins, c'est-à-dire comme des amis, comme des alliés, comme des relations par contrat, si vous voulez, ou par un ensemble d'affinités qui sont construites, c'est-à-dire par des relations d'amitié autres que les liens du sang. » Donc, on a ces deux types de relations qui font qu'on peut expliquer quel est le rapport qu'entretiennent les hachoirs avec les autres animaux non humains. Et c'est une relation qu'on pourrait considérer comme étant sociale. La société d'un groupe d'hachoirs n'est pas une société d'hommes, c'est une société d'hommes et de plantes, et de singes qu'on chasse, et d'animaux, etc. On peut donc essayer de partir de cette observation-là pour en donner une explication. Comment considérer effectivement qu'une femme hachoir parle à ses plantes et qu'un homme hachoir parle à sa proie? Sinon par une sorte de détente comme nous le faisons quand nous parlons à soi-même. Comment prendre au sérieux ces discussions avec des êtres qui n'entendent pas et qui ne peuvent pas répondre? L'explication que donne Philippe Descola se nourrit d'une théorie des relations qu'on peut appeler le perspectivisme. Il passe par les pratiques religieuses pour expliquer ça, et en particulier les pratiques chamaniques. Alors nous, quand on voit un chaman, on voit une espèce de drogué complètement fou qui est perdu dans un monde imaginaire décalé du réel, mais le chaman, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un prêtre, ou même peut-être on pourrait dire d'un maire, quelqu'un qui effectivement est dans un rapport de pouvoir, de sorte que les décisions qu'il prenne vont permettre d'influencer la société. Et ces décisions, elles sont souvent nourries des rêves, ok? Dans la pratique chamanique des hachoirs, il y a une énorme relation au rêve. Et dans le rêve, il est fréquent, effectivement, que le rapport verbal, le récit que fasse le chaman de son rêve, soit « tel animal m'est apparu et m'a dit que ». Je suis moi-même devenu dans mon rêve un aigle, je suis devenu singe, et ce devenir singe m'a permis de savoir que. Autrement dit, chez les hachoirs, le fait qu'on ait des corps différents, le fait qu'il y ait une plante qui soit dans un corps de plante, comme du manioc dans ce corps de tubercule, ou le singe dans son corps de singe, ne supprime pas la possibilité d'une identité des esprits. La différence des corps rend possible, n'empêche pas, une identité des esprits. Et comment ça s'exprime? Ça s'exprime par le fait qu'un corps, en fait, est une perspective sur le monde. Si je suis, admettons, une chauve-souris, la perspective que je vais avoir sur le monde, elle va être définie en particulier par le système d'écolocalisation que j'utilise pour me représenter le réel. Donc, si vous voulez, un corps, pour un hachoir, c'est un canalisateur de représentation, mais il ne suppose pas une étrangereté, une hétérogénéité entre les esprits. Donc, si vous voulez, pour un hachoir, la parenté entre les animaux et les êtres humains, elle peut se traduire par le concept de personne. Pour un hachoir, une plante est une personne, un singe est une personne, une chauve-souris est une personne. On peut donc, à partir de cette observation de la cosmologie, de la manière dont les hachoirs se représentent le monde, revenir à la remarque de Vondensteinen, à savoir « les bororos sont des hararas » est une remarque qui traduit le manque de logique des bororos, et la réinterpréter. Quand les bororos disent « les bororos sont des hararas », ce qu'ils veulent dire bien plutôt qu'une identité corporelle, c'est plutôt une identité sociale, une appartenance au groupe social qui permet effectivement de comprendre ce que signifie un devenir animal. C'est supprimer la relation d'extériorité qu'il y a entre les hommes et les autres animaux.
Après ce détour par l'ethnologie pour essayer d'envisager ce que peut vouloir dire redevenir animal, on peut essayer de chercher, d'identifier plus clairement ce qui, dans notre culture, doit être soumis à la critique pour pouvoir parvenir à cette expérience de notre propre animalité. Et il semble clairement que les relations culturelles que nous entretenons avec les animaux, qui ont été maximisées avec la révolution industrielle, mais qui existaient déjà après la révolution agricole, eh bien c'est une relation concrète, culturelle, d'extériorité entre l'homme et l'animal. L'animal nous sert d'outil. L'animal nous sert de matériaux, de ressources naturelles. Autrement dit, dans notre culture, il y a une extériorité de la culture, c'est-à-dire de l'homme, et de la nature, c'est-à-dire tout le reste. Et dans cette séparation entre la culture et la nature, eh ben, il y a une séparation entre l'homme et l'animal. Et à ce titre, ce que cristallise René Descartes quand il dit qu'on peut penser les animaux comme des machines, eh bien c'est probablement une manière de concentrer en une formule qui depuis a fait son chemin et qui souvent devient un peu caricaturale, de concentrer donc la manière dont notre culture introduit et structure une séparation matérielle, physique dans nos pratiques de vie entre l'homme et les autres animaux. Les seuls animaux auxquels nous avons rapport, ce sont des animaux domestiques, donc des animaux qui sont déjà intégrés, transformés, modifiés par les cultures, de sorte que nous n'avons jamais, autrement que par eh bien, des documentaires ou des zoos, rapport à la vie sauvage. Ce que notre culture installe, c'est une séparation donc matérielle, pratique, quotidienne, avant d'être une séparation théorique entre l'homme et les autres animaux. Et peut-être que redevenir animal, eh bien, ça suppose des pratiques de la vie animale. Ça suppose des pratiques plus élémentaires, assez simples, comme par exemple celle du pistage. Il y a un auteur qui s'appelle Morisot, qui existe aujourd'hui et qui est très intéressant parce qu'il travaille sur les loups. Et son travail sur les loups consiste à montrer que, effectivement, dans le pistage des loups, on peut redevenir soi-même, retrouver un rapport animal avec l'animal. Le pistage chez Morisot, c'est pas du tout une pratique de chasse. Il ne piste pas l'animal pour pouvoir le débusquer et pouvoir le tuer pour en faire ce qu'on veut. Il le piste simplement pour le connaître. Effectivement, dans le pistage, il faut identifier la forme d'abord du corps de l'animal et pouvoir identifier le type de déplacement qui sont les siens, le type de manière dont il se protège lui-même d'un prédateur, comme l'autre être humain. Donc il faut épouser les pratiques du loup pour pouvoir pister le loup. Il faut en quelque sorte devenir soi-même animal, c'est-à-dire entrer dans un certain rapport au loup qui fait qu'on n'est plus extérieur à celui-ci, mais qu'on épouse ses mouvements, qu'on apprend son style moteur et qu'on doit soi-même plier son propre corps, ses propres habitudes à la pratique du pistage. De sorte que l'examen des autres représentations du monde, que permet par exemple Philippe Descola, en montrant qu'il y a des cultures qui suppriment l'extériorité de l'homme et de l'animal en faisant du rapport avec les autres animaux des rapports interpersonnels, des rapports sociaux. Le passage par cette autre culture, par cette autre humanité, cette autre représentation du monde, nous permet de faire une critique des obstacles qui nous empêchent de reconnaître l'animalité. Et nous permet de donner des indicateurs qui permettent d'identifier des types de pratiques précises, comme par exemple le pistage, qui permettent effectivement de retrouver ce que c'est qu'être animal. La conclusion de ce cours revient à dire qu'en fin de compte, redevenir animal, ça suppose qu'on ne l'était plus. Et si on n'est plus animal, c'est à cause d'un régime de représentation particulier, parce qu'en fin de compte, nous sommes, et l'expérience de l'animalité, c'est l'expérience majoritaire de la vie humaine. L'expérience humaine, c'est plutôt une expérience marginale, secondaire, construite, de laquelle on peut faire une critique pour pouvoir retrouver une animalité qui n'est pas exceptionnelle, séparée de l'humanité, mais qui au contraire en est la dimension prépondérante. Nous sommes animaux avant que d'être humains. Et nous sommes plus, en ce sens-là, animaux qu'humains.